Donc une dernière présentation maintenant, cette fois davantage tournée sur le barrage de Serpenson, donc c'est pas pour rien qu'on termine par cette présentation ici. Donc on vous écoute, Ariane Beauvillain, directrice de la concession d'EDF. Bonjour à tous et merci. Je vais essayer de faire synthétique pour pas prendre de retard, mais en même Merci temps, beaucoup. ça va être compliqué, donc j'espère que vous allez m'aider. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que quand la Durance va jusqu'à Hollywood, elle y va pas toute seule. Elle y va pas toute seule parce qu'elle y va avec ses partenaires, toute l'équipe de production, on va dire. Et moi, j'ai l'honneur donc de faire partie de ce grand groupe de partenaires de la Durance, puisqu'en effet, je représente aujourd'hui la production hydraulique sur la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, ça marche en fait comme ça. Voilà. Schématiquement, je vais me focaliser évidemment sur le territoire qui nous intéresse, c'est-à-dire la chaîne, en fait, ce qu'on appelle nous dans notre jargon la chaîne Durance-Verdon. La chaîne Durance-Verdon, c'est 30 barrages, 30 usines, 30 centrales hydrauliques et 17 barrages. Alors, ce que je voudrais vous dire en vous montrant ce schéma-là, c'est que à la base, cet aménagement Durance-Verdon, il a été créé, il faut se remettre à l'époque, dans l'après-guerre, avec un certain nombre d'objectifs très précis en tête, dans ce contexte d'après-guerre, réélectrification à marche forcée du pays, et notamment de la région, hein, qui est toujours d'ailleurs en péninsule, ce qu'on appelle une péninsule électrique. Et donc, il fallait sécuriser l'indépendance du pays. Donc, un grand projet assez pharaonique, hein, d'ailleurs, de construction d'aménagement en chaîne. Aujourd'hui encore, cet aménagement va permettre de produire 40% de l'électricité de la région, et ce, sans CO2. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est toujours un aménagement qui est en capacité de répondre à la pointe. Donc ça, c'est aujourd'hui, quand on veut développer des énergies renouvelables intermittentes, et c'est le cas de notre territoire, nécessaire d'avoir un moyen de compenser cette intermittence. Et l'eau énergie, je crois, vous l'avez mentionné tout à l'heure, peut le permettre. Donc, c'est vrai que cette rivière Durance, elle a d'abord été vue comme un moyen formidable de produire de l'énergie. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que la Durance, elle n'était pas du tout à Hollywood, hein, elle revient de loin, cette Durance. C'était un des 3 fléaux de la Provence, avec le Parlement et le Mistral, je crois bien. C'était un fléau parce que tout simplement, elle avait un régime assez torrentiel, imprévisible, et on avait du mal à canaliser ses crues. Et on avait autant de mal aussi à réguler les effets dévastateurs de ces sécheresses en basse Durance. Et donc, deuxième objectif de cet aménagement quand il a été créé par la loi de 55, c'est la sécurisation de l'alimentation en eau de l'agriculture, et notamment jusqu'à la basse Durance. Voilà. Donc, et ça a été fait par un dispositif qui permet de stocker dans ce qu'on appelle les grands réservoirs de tête, que sont à l'amont Serponçon, le fameux barrage de Serponçon, et puis les barrages sur le Verdon notamment, des quantités d'eau pour les agriculteurs de la basse Durance. Donc il y a des réserves d'eau dans Serponçon de l'ordre de 200 millions de mètres cubes. Il y a aussi des réserves dans les barrages et les retenues du Verdon, et notamment aussi pour l'eau potable. Et puis, comme je le disais, un des fléaux de la Durance à l'époque, c'était les crues. Et donc, ces aménagements, ils ont été aussi conçus dans l'idée d'apporter ce bénéfice au territoire et de le protéger autant que faire se peut des crues. Je dis bien autant que faire se peut, parce que nous, en crue, voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. On gère nos aménagements en crue, on ouvre de telle sorte à canaliser les flux, mais devant quelque chose qui serait cataclysmique, évidemment, on serait peu de choses. Mais ceci étant dit, c'est vrai que ça protège, ça apporte cette protection du territoire. De façon très vite, après, donc il y a eu ce besoin de sécuriser
le territoire par rapport à l'eau potable. Et ça, c'est aller croissant avec l'urbanisation, avec le développement économique. Et puis, petit à petit, en fait, les services de cette rivière et de cette rivière canalisée via ce qu'on appelle le canal usinier ou canal industriel, qui fait quand même 250 km de l'amont à l'aval, et ben, ça a été de pouvoir répondre à d'autres besoins que voilà, les personnes assises à côté de moi ont largement pu évoquer, qui était de développer, d'accompagner en fait le développement de nouveaux usages, et notamment les usages industriels. Le territoire est riche en industrie, hein, on a plus de 400 industries. Certaines sont venues en Provence, à la Côte d'Azur, et sur le territoire de l'EPTB, précisément parce qu'il y avait cette présence d'eau sécurisée. C'est le cas notamment d'une industrie dont on est tous fiers d'accueillir sur le territoire, c'est CEA ITER. Mais il s'est accompagné aussi le développement de ce qu'on n'avait pas prévu en 1955, du développement touristique, et que vous évoquiez. Alors en fait, je me rends compte que moi, en tout cas vu d'ici, je trouve pas ça très lisible, mais c'était un petit peu on a essayé de mettre sur une carte en fait toutes les aménités positives, tous les bénéfices, tous les usages finalement auxquels petit à petit cet aménagement partenaire de la Durance a permis de répondre. Et eh bien, le tourisme, l'accompagnement touristique, ça en fait partie. Je ne vous citerai pas l'ensemble des dispositifs qu'on a mis en place pour, par exemple, sécuriser une cote dite de compatibilité touristique sur la plupart de nos retenues, pour permettre des lâchers d'eau dans la rivière, le tout en toute sécurité, hein, évidemment, parce que dès lors qu'il y a un lâcher d'eau, ça peut être très substantiel dans une rivière qui est fréquentée par des pêcheurs, par des marcheurs, par des baigneurs. Ça peut être très dangereux. Donc ça, c'est un enjeu essentiel pour nous. Et ça, on ne l'a pas fait tout seul, parce que je vous disais tout à l'heure, c'était mon propos liminaire, c'est une équipe. Et donc, les facteurs de réussite, le facteur de réussite premier, et quand je dis réussite, attention, hein, on n'en est pas à la fin, on n'en est que au milieu, parce qu'il y a une histoire qui va s'écrire, et les enjeux devant nous sont encore très forts, donc il faut qu'on reste soudés. Les facteurs de réussite, c'est d'abord cette gestion intégrée qui se fait vraiment en partenariat avec l'ensemble des acteurs de ce territoire, au premier de chef, évidemment, le SMAVD, mais aussi les acteurs sur l'ensemble du bassin versant et aussi les territoires desservis. Hein. Donc, ça peut être le SMADECEP, qui est un syndicat mixte d'aménagement des Bas de Serponçon, le parc du Verdon, etc. Cette gestion donc intégrée, on l'a fait en lien avec ces territoires, en assurant une communication. J'évoquais tout à l'heure les lâchers d'eau, c'est le cas. Mais aussi, on l'a fait, évidemment, grâce à des outils techniques assez précis de prévision, d'optimisation, pour rendre ces usages, et vous le mentionnez tout à l'heure, compatibles entre eux, et pour éviter au maximum les tensions d'usage. Je comprends bien. Alors, ça, c'était un petit schéma que j'avais montré une fois, qui avait beaucoup plu, pour montrer comment c'est difficile, finalement, de rendre compatibles tous ces usages qui, parfois, ont la mauvaise idée de s'exprimer tous au même moment. Donc, dans l'espace et le temps, tous ces usages s'expriment au même moment, mais on y arrive, donc via des prévisions, des anticipations de l'hydrologie, des apports, des besoins, etc., et par une communication. On y arrive pour l'instant. Voilà. Et moi, je suis d'accord avec vous, Monsieur Barbier, pour dire qu'on n'a pas le droit d'être pessimiste, et ma génération encore moins que les autres. Toutefois, si on n'a pas le droit d'être pessimiste, il faut qu'on soit, pour être efficace et pour être vraiment optimiste, il faut qu'on ait une vision très claire des enjeux qui sont devant nous. Et ces enjeux, il faut qu'on les prépare. Et c'est pour ça que je remercie notre partenaire, le SMAVD, de nous réunir tous ici, parce qu'on va les préparer ensemble, évidemment. Ces enjeux, on a beaucoup parlé du changement climatique tout à l'heure, et qui vont donc impacter les entrants. On a beaucoup parlé du changement climatique aussi, et qui exige
de nous, qui nous oblige à trouver des façons de produire de l'énergie différemment, donc qui nous oblige à avoir une production d'énergie renouvelable sans CO2 plus importante. On a parlé, c'était les propos introductifs tout à l'heure, des besoins d'eau potable, d'eau d'irrigation, qui ne vont pas, si on veut continuer de se développer, qui ne vont pas se tarir et qui vont devenir même plus exigeants. Le tourisme, qui est une ressource formidable pour nos territoires, que tout le monde nous envie. Hein, je veux dire, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une marque monde. Eh bien, bien évidemment, il faut aussi se dire qu'il va y avoir une tension forte sur cette ressource. Et les milieux aquatiques, qui sont évidemment facteurs d'attractivité, je reprends les termes aussi de vous, Madame Fusnel, et qui sont les garants de la biodiversité à long terme, et je crois tout simplement les garants de notre vie demain à tous sur cette terre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire face à toutes ces incertitudes? Je pense que il faut qu'on continue de la façon dont on a procédé, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, mais qu'on ait bien en tête que ce qui a marché jusqu'à présent ne pourra pas forcément marcher exactement avec la même recette. Donc il va falloir être innovant dans des nouveaux modes de gouvernance, plus agiles, parce que les crises vont être parfois imprévisibles, et l'actualité douloureuse de ces derniers jours nous le rappelle. Donc il faut être plus agile, il faut des gouvernances agiles, efficaces, pragmatiques, et puis il faut aussi des nouveaux modèles économiques. On a travaillé avec l'Agence de l'eau et je regarde notre partenaire à des nouveaux modèles, ce qu'on appelle ici un protocole d'économie d'eau qui permet d'être gagnant-gagnant tout en étant économe de la ressource. Donc voilà ce que je vous propose pour nous, ce territoire ici, sur la Durance et le Verdon. C'est un cahier des charges très lourd et on a besoin de tout le monde pour y travailler. Voilà. Merci de votre attention. Merci.